Mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Actu de ce jeudi. C'est toujours un grand plaisir. Nous sommes le 6 avril, une journée fériée. La circulation est très facile à Kinshasa. L'église kimbangiste célèbre le prophète Simon Kimbangu et le chef de l'État. Les institutions du pays ont décidé d'honorer le combat de ces vaillants martyrs de l'indépendance. Et au cours de cette émission, on va essayer de parler un tout petit peu de l'homme, de son parcours, de ses idéologies. Et on va aussi faire le point sur la situation politique du pays. L'Union sacrée s'est restructurée. Elle est transformée actuellement en plateforme électorale avec Félix Tshisekedi comme haute autorité politique et un présidium dirigé par Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, Mosoko Diaba, Tilukwebo et Sama Lukonde, pas comme Premier ministre, mais comme l'un des présidents de cette plateforme électorale. L'actualité, c'est aussi le rapport de la coalition électorale de la Mouka, Coel en sigle, qui a fait le point sur le processus électoral en cours. Et cette coalition révèle plusieurs faiblesses dans le fonctionnement de la CENI, notamment l'inexistence de certains centres, l'enrôlement des mineurs dans certaines provinces du pays, des pannes récurrentes des différentes machines de la CENI, bref, une situation assez chaotique quant à l'issue du processus électoral. Sur ces plateaux, je reçois Jonathan Gbele qui nous fait l'honneur de revenir ici pour la deuxième fois au cours de cette semaine. Il va tenter de décrypter avec nous les différentes questions d'actualité. Bienvenue, cher Jonathan. Merci, cher Hervé, de l'opportunité. Mes salutations également à nos nombreux téléspectateurs et qui, du reste, ne cessent de nous accompagner dans ces lourdes responsabilités que nous avons. Mes salutations également à la grande équipe technique, grâce aux efforts duquel nous allons bien évidemment parvenir aux différents ménages de Congolais pour échanger avec eux et leur apporter notre modeste contribution en termes d'analyse sur différentes thématiques telles qu'elles décidées par vous. Permettez-moi en montant d'antenne, considérant le fait que nous n'avons plus le contrôle des eaux, parce que Mbosso l'a dit, nous ne contrôlons plus le fleuve, l'État n'est presque pas gouverné, de profiter pour continuer à sonner cette cloche d'alerte pour la situation de notre cher compatriote Manissi Yenda, qui totalise aujourd'hui 2 mois et 8 jours. 2 mois et 8 jours depuis que la gouvernance d'Antoine a décidé ensemble avec ses institutions de priver la liberté de mouvement et de circulation à notre compatriote Yenda, de les priver ou de les séparer de l'affection de sa famille, de ses enfants, de ses proches, et surtout de violer ses droits garantis par la Constitution, notamment le droit à voir sa cause être entendue par un juge, le droit à circuler librement sur toute l'étendue de la République et le droit à opiner et à réagir sur différentes questions d'actualité. Très bien. C'est le 6 avril aujourd'hui. La RDC commémore le prophète Simon Kimbangu, ces combattants de l'indépendance, cet homme qui a brigué ou qui n'a pas eu peur d'affronter comme ça l'homme blanc, cet homme qui a révélé pas mal de choses, qui a donné une ligne de conduite au combat politique même dans notre pays, cet homme qui a une histoire remarquable dans notre pays. À ce jour, vous faites quelle lecture du combat de Simon Kimbangu? Est-ce que vous pensez que ce combat est pérennisé ou vous pensez qu'on s'est écarté visiblement du combat mené par Simon Kimbangu? Déjà, il faut dire que nous avons total respect et considération à l'endroit de l'Église catholique, l'Église kimbanguiste, et actuellement de son dirigeant ou de son chef spirituel. Et il faut également dire que le parcours de cet homme qui est Simon Kimbangu ne se limite pas seulement au Congo. Ne se limite pas seulement au Congo parce que son courage fut adopté par plusieurs. J'ai même lu des citations ou encore un passage dans des écrits de Kwame Nkrumah qui disait que si tous les Africains devaient avoir avec elle le courage de Simon Kimbangu, l'Afrique ne tarderait pas à se développer. Et le plus récent d'ailleurs, le capitaine Dadis Camara qui disait: ma motivation dans l'armée tient compte également du courage d'un des chefs spirituels africains. Il a cité Simon Kimbangu. Ça veut dire que nous, comme Congolais, nous devons être fiers d'avoir ou d'appartenir à la même nation que Simon Kimbangu. Et non seulement cela peut être constitutif d'une fierté pour nous, mais également d'une leitmotiv. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les jours fériés sont des jours historiques
Donc de jour où, lorsque les gens se retrouvent à la maison, ce n'est pas pour prendre la bière, ce n'est pas pour danser aux allures de Bijou Kiika, non, mais plutôt se rappeler de combats ou des efforts de ce que ces personnes ont eu à apporter comme contribution dans les combats. Non seulement les combats de la liberté, les combats de maintien de la souveraineté, les combats de la vie autonome, les combats de l'auto-responsabilité et les combats du bien-être sociétal. Mais aujourd'hui, vous m'avez posé la question de la pérennisation. Je suis de ceux qui pensent que la pérennisation de ce combat pose problème à ces jours, pour 2 raisons. Parce que cette église en elle-même, aujourd'hui, est froid, une division. Absolument. Vous n'allez pas me contredire qu'aujourd'hui, nous avons des tendances. Il y a de ceux-là qui pensent que les combats ne devaient pas être portés que par ceux qui ont été avec lui. Ça veut dire la famille, ses proches, mais doivent aller au-delà de ceux qui ont été avec lui. Ça veut dire tous ceux dont le message fut parvenu et capté et sentant les besoins de les pérenniser devaient le faire. Et cela a conduit à presque un désintéressement dans la propagation du message. Parce qu'aujourd'hui, vous allez poser la question à nos jeunes enfants, ou à nos jeunes frères, au coin de l'avenue, ou peut-être dans les parcelles, qui vous rappelle Simon Kimbangu. Beaucoup vous diront non, église kimbanguiste. Ils sont généralement en vert. Mais ce n'est pas là l'essentiel du combat de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu a fait la prison. Et ça, beaucoup ne le disent pas. Pourquoi? Parce que de nos établissements, déjà, la perpétuation ou l'enseigne de ce qui a été Simon Kimbangu n'est pas pérennisée. On nous enseigne aujourd'hui Henri Monton Staley. On nous enseigne aujourd'hui Livingstone. On nous enseigne aujourd'hui Diego Gao. Mais pourquoi ne pas nous enseigner également Kimbangu? Et s'il ne faut pas s'arrêter là, pourquoi ne pas nous enseigner continuellement Lumumba? Pourquoi ne pas nous enseigner également Okito? Pourquoi ne pas nous enseigner également un des compagnons de Mobutu, son nom m'échappe? Pourquoi? Parce que ces gens-là ont contribué. Le cardinal Moussengo, voilà. Isidore Bakanja, Anouarit. Voilà. Pourquoi on n'enseigne pas tous ces gens? Et même ceux qui ont été une fois dans ce qu'on appelait vraie union sacrée de la nation. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est une vaste aventure. Donc vous comprenez qu'en réalité, non seulement nos établissements, particulièrement scolaires et universitaires, ne l'enseignent pas. Dans nos universités, nous avons les cours de l'histoire africaine. Mais dans l'histoire africaine, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un chapitre consacré à l'histoire du Congo? Non. Et s'il y en a, on vous enseignera Lumumba, on vous enseignera Mobutu, on n'enseignera pas le Kimbangu. Et même parce qu'il y a aussi un cours qu'on appelle histoire politique du Congo. Et là, on enseigne plus que nos colonisateurs. Voilà. Et pourtant, nous avons quelqu'un qui a donné presque de sa vie pour l'intérêt du Congo. Et si vous posez la question à $100, qui peut nous dire en quelle année Simon Kimbangu fut emprisonné? Beaucoup ne le donneront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre. Et cet apprentissage qui s'est vu être heurté en route, c'est parce que ceux qui sont censés perpétrer ces messages se sont vus être divisés par des guerres presque inutiles. C'est-à-dire qu'on doit aussi, quelque part, repenser notre système éducatif. Non seulement repenser notre système éducatif, mais remettre en cause tous ceux qui ont été là et qui ont capté les messages de Simon Kimbangu et qui ont difficile à les pérenniser. Ce sont eux les principaux acteurs. Pourquoi? Parce que si eux avaient pérennisé ça, au travers des écrits, au travers de documentation, au travers... J'ai été sidéré de voir que c'est en 2020 que les comédiens de mon pays ont décidé de faire un film pour honorer la mémoire de Simon Kimbangu. Et pourtant, il est parti plus d'une dizaine d'années passées. Donc, en 2000, personne ne pouvait repenser faire ces sketchs-là et les diffuser en boucle. En 2011, personne. Et au fil du temps, la nouvelle diminue et personne n'essaie de les rattraper. Parce que l'information, c'est un peu comme du vent. Lorsque ça part vite. Et lorsque ça s'arrête vite aussi. Donc moi, je pense que le système éducatif congolais, on doit la revoir pour intégrer également l'histoire de nos vrais vaillants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des vaillants, nous avons des héros et des faux vaillants. Dans les vrais vaillants, il faudrait considérer également Simon Kimbangu. Très bien. Alors, est-ce qu'à ce jour, quand vous essayez un peu de voir le fonctionnement de l'église kimbanguiste, est-ce qu'il faut essayer de faire une étude comparative avec le fonctionnement de Simon Kimbangu comme individu, comme prophète? Est-ce que vous pensez que l'église kimbanguiste, d'abord, a aussi pérennisé le combat de Simon Kimbangu? Parce que pour certains, l'église kimbanguiste est présentée comme une église qui accompagne tous les pouvoirs, comme une église qui n'a pas peut-être le courage, comme celui de l'église catholique, de dénoncer les mal. Et on présente l'église kimbanguiste comme une église qui accompagne beaucoup trop le pouvoir. Vous pensez que
le combat de Simon Kimbangu est pérennisé d'abord au sein de l'église, parce qu'il faut aussi rappeler que selon l'histoire, Simon Kimbangu n'a pas laissé une église. Voilà, déjà, il faut dire que l'église, de par sa vocation première, fait partie de ce qu'on appelle société civile. Dans la société civile, nous avons la population. Et lorsqu'il y a une population, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour gouverner cette population. Donc en réalité, l'église doit être là pour encadrer ces mariages. Les mariages entre une population et la gestion. Mais pas faire en sorte que la gestion devienne autocratique ou la gestion de l'église puisse être inféodée par la politique. C'est ça le mal. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, Simon Kimbangu qui n'était qu'un prophète. Jamais il ne s'est identifié dans une tendance politique. Jamais. Mais plutôt, il a plaidé la cause de ces populations qui ne se retrouvaient pas dans une gouvernance. Et ça l'a coûté même en termes de liberté. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Église, particulièrement kimbanguiste, hausse encore le ton face aux inégalités pour lesquelles l'État est défaillant? C'est la question de toutes les dissertations. Pourquoi? Parce qu'on posera la question, par exemple, de savoir, pour la question sécuritaire, la question de la sécurité à l'Est, l'opinion de l'église kimbanguiste, qui l'a déjà entendu? Et pourtant, à l'Est, il y a également des croyants kimbanguistes, qui aujourd'hui sont victimes de cette insécurité, qui presque est entretenue par la gouvernance. Aujourd'hui, l'église, qui devait être en réalité la cloche qui sonne à tout moment pour appeler à l'ordre la gouvernance, ne joue pas correctement son rôle. Parce que si l'église jouait correctement son rôle, l'église ne serait pas là en train d'applaudir alors que les gens souffrent. Parce qu'aujourd'hui, moi je salue la dextérité, je salue le courage des kimbanguistes. Il faut voir comment est-ce qu'ils sont mobilisés pour la cause du salut. Parce qu'il faut le dire, quand on va à l'église, on cherche le salut. Mais si ces dirigeants ou les dirigeants de cette église pouvaient également s'élever pour la cause de la patrie, ça sera encore mieux. Et non la cause inhérente aux personnes. J'ai suivi des discours aujourd'hui. L'octroi, par exemple, de cette journée comme journée fériée, les camps au pouvoir s'en accaparent. Et pourtant, ce sont des situations qui ne devaient pas arriver. J'ai vu même quelqu'un du pouvoir dire, par exemple, que le fait pour Félix Tshisekedi de décréter la date du 6 avril comme jour férié, c'est déjà un électorat acquis du côté de l'église kimbanguiste. Non, mais ils peuvent bien rêver. Ils peuvent bien rêver. L'État congolais est laïque. Et dans sa laïcité, il y a toutes les tendances. Et s'il faudrait qu'une communauté pense qu'ils sont conquis au profit d'une tendance politique, sachez qu'il y a d'autres communautés qui ne peuvent pas dire le même langage. Et si ils ne partagent pas ces mêmes langages et qu'ils arrivent à faire bloc, vous êtes sûr qu'avec seule la voix de cette communauté, ils passeront ou ils auront les suffrages tant voulus. Je dis non. Et puis la tendance qui mène à croire que c'est parce que l'on pose des actes de bienfaisance que obligatoirement l'on est sujet à devoir de redevabilité, ils se trompent. Parce que nous avons vu des gens ici qui ont donné également des fonctions même à certaines tendances des églises. Mais ces gens-là, en retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont semé que tristesse et désolation. Très bien. La meilleure des choses à faire, c'est d'accepter cela comme étant une journée commémorative de l'histoire d'un vaillant compatriote congolais qui a fait son temps et son parcours. Il nous a laissé un combat, il nous a laissé une directive, que ceux qui ont capté ces messages puissent les pérenniser dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, nous souhaitons avoir un Simon Kimbangu Day, nous souhaitons avoir un Lumumba Day, nous souhaitons avoir un Laurent Désiré Kabila 2. Mais pour avoir toutes ces personnes, il faille que leur message puisse arriver pour susciter un se réveil. Aujourd'hui, nous avons Sonko au Sénégal, Sonko, parce qu'il a entendu les messages, il a accepté les messages. Il est temps que le peuple s'élève. Il est en train de faire la prison, pourquoi? Parce qu'il a plaidé la cause du peuple. Très bien. Kimbangu a fait la prison, pourquoi? Parce qu'il a plaidé la cause du peuple. Et on va parler politique cette fois. Jonathan Gbele, l'Union sacrée s'organise, Félix Tshisekedi prépare déjà de manière sérieuse les élections d'une manière générale. C'est mercredi, hier mercredi. L'Union sacrée a procédé à la signature et à l'adoption de sa charte, fait marquant, la plupart des kabylistes ont également signé cette charte, et pour certains, l'Union sacrée, dans sa configuration actuelle, c'est le prolongement du FCC, soit c'est le FCC bis carrément. D'une manière globale, avant de décrypter en fond, ou avant de décrypter sérieusement cette question,
Vous pensez que l'Union sacrée aujourd'hui, c'est cette machine politique qui est capable de donner à Félix Tshisekedi de la victoire? Déjà, il faut dire que toute circonstance, toute occasion qui se présente aux politiques congolais de prouver à la face du monde qu'ils sont tout sauf des vrais hommes politiques, les Congolais ne les loupent pas. Pensez qu'aujourd'hui, avec les FCC New Look, nous allons nous voir les sorts d'un Congo, c'est se tromper. Pourquoi je l'ai dit? L'ossature telle que j'ai vu personnellement, toutes ces personnes-là ont été soit représentées dans la formule FCC, soit anciens partenaires de la formule FCC. Peu sont ceux qui n'ont jamais été avec les FCC qui se retrouvent là. Mais si avec les FCC, si avec M. Kabila, en 18 ans, avec M. Mobutu, en 32 ans, vous n'avez pas été en mesure d'aider ces différents dirigeants à propulser les Congo vers un élan de développement, pensez-vous être en mesure de le faire maintenant? J'ai dit non. Pourquoi êtes-vous pessimiste? Pourquoi? Parce que selon eux, il y a une vision claire, il y a un programme bien établi du président de la République qui les attire d'ailleurs. Voilà. S'il faut parler des visions, j'aimerais immédiatement te dire que Mobutu avait une vision. Kabila avait une vision. Qui n'était pas comprise selon eux. Voilà. Qui n'avait pas été comprise selon eux, mais chacun a eu la responsabilité d'appliquer cette vision dans ses secteurs d'attribution. M. Baït a fait partie de cette vision et il en a obtenu des portefeuilles. Plusieurs fois d'ailleurs. Voilà. M. Mbosso, pareil. M. Mende, n'en parlons pas. Ils ont reçu de ces messieurs-là de la confiance, mais ils n'ont pas été en mesure d'appliquer cette vision qu'ils ignoraient. Et s'il faut revenir au présent, ils ont reçu une vision également. Mais ils sont également incapables d'appliquer cette vision pour l'intérêt de la gouvernance actuelle. Et moi je sais, et j'ai même lu lorsque Raffarin écrivait, et même Éric Zemmour dans Un quinquennat pour rien, il dit les gens ou les hommes politiques ne devraient se retrouver ensemble qu'autour d'un programme de gouvernance. Et que ces programmes devaient être explicitement connus. Mais aujourd'hui, tendez votre micro à ces différents signataires de ces chartes pour qu'ils vous donnent les 5 points clés de ces programmes de gouvernance. Ils en seront tous incapables. Pourquoi? Parce qu'en amont, c'est l'intérêt privé et personnel de personnes. Excusez-moi la tautologie. Mais s'il faut scripter la charte, nulle part, il est fait mention que nous sommes là autour de X programmes. C'est plutôt des déclarations de loyauté. Nous nous engageons à trouver la majorité. Nous nous engageons à nous partager les dividendes après. Un peu comme ils l'ont fait avec Kabila. Nous nous engageons à aller aux élections. C'est fait ça la réalité. Donc en réalité, Éric Zemmour avait raison pour dire que tous ceux qui accompagnent des politiques sans en maîtriser le contenu du programme, ce sont des vautours. Donc aujourd'hui, ils ont été vautours sous Kabila, ils seront également vautours sous la gouvernance actuelle. Pourquoi? Parce que les programmes, ils en ont que faire. Et Zemmour continue et dit, les programmes doivent être fruits de tendances politiques de chaque personne. Est-ce qu'un socialiste peut se retrouver avec un républicain? Ils vont parler quoi? C'est deux tendances différentes, deux visions de société différentes. S'il faille les converger, ça veut dire qu'en amont, vous entrez dans la refondation de votre parti. Très bien. Alors, j'ai suivi hier l'analyse d'un juriste qui faisait comprendre que le fait pour tous les chefs de corps de signer et d'adopter cette charte de l'Union sacrée, c'est une violation de l'article 97 de la Constitution qui stipule que un membre ou un officiel ne peut pas du tout engager ou porter une casquette politique. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous imaginez un peu que si seulement si cette histoire est réellement transformée en plateforme électorale, non mais c'est voilà, un fait réel. Il faille l'amener chez les notaires. Et les notaires vont notarier.
et il y aura les signatures de personnes à l'intérieur et de fonctions. Tel président, tel haut président ou haute autorité, comme on l'a dit. C'est bien dit dans la charte. Voilà. Maintenant, si on notarie, ça veut dire que ça devient un acte juridique. Et cet acte juridique-là vient violer l'article 88 dont tu en as fait mention ici. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a des charges étatiques, l'on ne peut pas appartenir à un parti politique ou à un regroupement politique et en avoir le pouvoir là-bas. La preuve, c'est que tous les responsables de partis qui entrent au gouvernement, ils deviennent des autorités morales. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la signature ou les décisions directes. Mais si ces personnes, notamment un premier ministre d'un pays, qui se retrouve président d'une plateforme électorale, ça veut dire qu'en réalité, l'on ignore tous des textes existentiels régissant la nation. Mais si on doit ignorer les textes à ces niveaux-là de responsabilité, est-ce qu'on est appelé à être appelé homme d'État? J'ai dit non. Parce que le respect des textes fait également partie intégrante de la respectabilité d'un homme d'État. Très bien. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'union sacrée dans ces bavures de violation de textes et de lois régissant la République continue bien évidemment son chemin. Très bien. Je vais demander à la régie de nous préparer déjà la vidéo, mais en attendant, il y a Augustin Kabouya qui avait aussi pris la parole lors de cette cérémonie et il a martelé plus sur la sincérité qui doit animer les différents partenaires au sein de cette coalition. Selon vous, s'il faut essayer un peu de décrypter des fonds en comble cette prise de parole d'Augustin Kabouya, pensez-vous que c'est déjà un manque de sincérité qui se pose au sein de cette famille politique qui peut pousser Kabouya à réfléchir ainsi, ou vous pensez juste que c'est un acteur politique qui essaye de voir déjà les choses beaucoup plus loin? J'ai appris que les speeches tiennent compte de l'auditorium. Et non seulement de l'auditorium, mais de l'atmosphère qui règne dans l'auditorium. Ces personnes-là ont été en mesure de poser des signatures et les renier ou les retirer à l'aveugle il y a plusieurs années passées. Ces personnes étaient en même de jurer fidélité et loyauté à une personne. Mais plusieurs années après, ils l'ont renié jusqu'à saper sur l'image de la personne. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils signent encore, et qui sont réputés n'avoir jamais de valeur ou n'avoir jamais de respectabilité pour leur propre signature, il faille contextualiser ces discours. Et lorsque monsieur, comment on l'appelle encore, Kabouya. Monsieur Kabouya tient ces discours, mais il faille faire un examen. L'examen intrinsèque de la personne. Est-ce que lui-même est sincère? C'est fait ça la question. Lui n'a jamais trahi. Non. Mais lorsque nous ignorons tous, bon, je dis pas nous, lorsque nous sommes tous conscients que M. Kabouya n'a pas une responsabilité officielle dans l'appareil étatique, mais il s'étape tout ce qui s'étape là, sans que la CNRF ne vérifie l'originalité de ses fonds ou des moyens qu'il a maintenant. Il faut rester dans la charte de l'union sacrée. On parle de la, ne sortez pas du on parle de la débat, sincérité. cher Jonathan. C'est son discours, non? Oui, oui. Est-ce qu'il peut nous dire qui sont ces personnes-là qui lui donnent des grosses cylindrées à hauteur de milliers de billets? Il n'a pas signé un contrat avec la pauvreté, il vous a répondu déjà. Voilà, c'est pas un discours responsable ça. Parce que dans les états sérieux, lorsqu'une personne arrive à atteindre un train de vie différent que ce qu'il avait avant, c'est l'Interpol qui est derrière peut-être. Et en RDC, c'est la CNRF qui est derrière. Pourquoi? Parce que tout ce que nous gagnons doit accompagner notre évolution des trains de vie. Je ne gagne pas 100 000 $, mais je ne peux pas me retrouver à me taper une maison de 1 million de $. C'est impossible. Il faudrait que l'État m'auditionne, l'État me pose la question d'où je tire mes fonds. Est-ce que, en d'autres termes, est-ce qu'on peut aussi comprendre les propos d'Augustin Kabouya comme un appel qu'il lance peut-être à Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba qui n'ont jamais caché leurs intentions de briguer un jour la présidentielle? Non, mais lorsqu'on parle des intentions, je l'ai dit en amont ici, ils sont tous réunis sur pied de quoi? Sur pied d'une vision, d'une charte. Alors que dans les nations qui se veulent être respectables, ce sont des programmes de gestion qui unissent de personnes.
Et ces programmes-là doivent tenir compte des tendances ou des appartenances politiques de chaque parti. Le programme viendra quand on va atteindre l'étape de la campagne électorale. À l'aveugle, nous entrons ensemble et puis après on va essayer de nous traiter pour que nous puissions devenir voyants. On va retourner du côté de la régie. On était en train d'évoquer ici la question de la violation de la Constitution. Et par rapport à ces sujets, il y a un professeur de droit constitutionnel qui a déjà répondu à cette question par le passé. Je vous invite, mesdames et messieurs, à découvrir ces professeurs qui avaient déjà décrié la violation de la Constitution lorsque les FCC s'étaient transformés en plateforme électorale, et aujourd'hui il est dans cette union sacrée. Nous attendons voir, est-ce qu'il va aussi faire la même déclaration? Va-t-il se retirer de l'union sacrée? Suivez d'abord cet élément et on se retrouve tout juste après. Vraiment, c'est vraiment importuner toute une nation. Vous avez un gouvernement, dernièrement tout le gouvernement s'est transformé en une plateforme politique. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais, je n'ai dans ma connaissance des constitutionnalistes, je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république se décide de se transformer en plateforme électorale avec comme président l'autorité morale. Donc c'est vraiment un esprit diabolique. Il y a trois angles. Dans un angle, il y a un triangle, il y a trois angles. Il a miné la CENI qui est totalement sous la botte de la majorité présidentielle. Non, vous avez la Cour constitutionnelle. Tous des corrompus. Dites-moi par où est-ce que vous pouvez passer. Parce que la Cour constitutionnelle qui prend les décisions en dernier ressort. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut une transition qui essaie de clarifier cela. Souvent, on nous pose la question. Très bien, vous venez de suivre le professeur André Mbata, actuellement premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui s'était prononcé il y a 4 ou 5 ans sur la transformation du FCC comme plateforme électorale. C'était, selon lui, une violation de la Constitution. Et actuellement, le professeur se trouve dans l'Union sacrée. L'on se demande, est-ce qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé avec la transformation même de l'Union sacrée? Jonathan Belé, je suis à vous. Vous avez suivi le professeur Mbata qui s'est expliqué sur la violation de la Constitution par le FCC, qui s'était transformé en plateforme électorale. Et actuellement, l'Union sacrée a emboîté le pas au FCC. Est-ce qu'on peut voir ces professeurs prendre encore aujourd'hui le courage de décrier cette violation de la Constitution comme il avait fait par le passé? C'est un souhait que j'ai mis sur la place publique. De lui voir comme un des cadres de ces partis au pouvoir rappeler à l'ordre son secrétaire général, si et seulement s'il va le faire. Pourquoi j'ai aimé ces souhaits-là? Parce qu'en réalité, si cela n'est pas fait, nous allons tous conclure qu'en réalité, les discours que tiennent les hommes politiques est fonction de ce que l'on a devant. Ce que l'on a devant, c'est soit la personne pour laquelle on ne partage pas les convictions politiques, soit la personne pour laquelle on a des inimitiés. Si pour les FCC, Monsieur le Premier vice-président actuellement de l'Assemblée nationale a tenu ces discours-là pour révéler au nom de la science, parce qu'il faut le dire, à l'époque, il n'a même pas encore été identifié comme un des cadres de ces partis au pouvoir. Il l'a dit au nom de la science. Si seulement c'est au nom de cette science-là qu'il a réellement parlé en son temps, il faudrait que cette science-là, qui n'a pas changé, refasse surface. Pour rappeler à l'ordre et ramener la discipline. Parce que si aujourd'hui, nous devons nous accepter que les violations de la Constitution continuent, c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes nous complices de cette asphyxion que nous infligeons à notre Constitution. La science est sans âme. La science n'a pas de tendance. La science n'a pas de parti politique. Si la science dit qu'un homme qui a les responsabilités d'État, notamment un premier ministre, un vice-premier ministre, un président du Sénat, un président de l'Assemblée nationale, ne doit pas appartenir à une structure politique pendant qu'il appartient également à ces gouvernements-là, c'est la science qui tranche. Donc il faut y respecter la science. Mais j'ai appris
en observant cette gouvernance, que ce que les textes relatent ou ce que les textes disposent ne l'intéresse à rien. Ce qui les intéresse, c'est tout faire, tout aménager pour assouplir leurs besoins politiques. Et les besoins politiques maintenant, c'est de faire du citoyen Antoine un empereur auprès de qui tout le monde vient gérer loyauté, vient gérer obéissance. Mais si seulement si monsieur le professeur avait réellement parlé au nom de la science, que cette science-là refasse surface et que le professeur revient à la machine pour redénoncer, réannoncer cette violation-là. Et ça va nous permettre à nous de croire que réellement, au nom de la science, le prof ne s'était pas. Au nom de la science, le prof agit. Au nom de la science, le prof reste égal à lui-même. Dans cette charte, il y a un point où il est clairement indiqué que l'Union sacrée, dans sa configuration actuelle, il y a des commissions au sein de cette plateforme qui auront pour mission de trancher sur certaines décisions d'ordre national ou international. Alors, pendant ces temps, on fait quoi du gouvernement qui s'est réuni tous les vendredis pour des conseils des ministres? On fait quoi de l'Assemblée nationale, du Sénat? Bref, on fait quoi des institutions si aujourd'hui une plateforme doit commencer à siéger pour décider sur tout un pays? Il se dégage de l'analyse de disposition de cette charte qu'en réalité, l'on a installé une entité en même de gouverner tout en étant hors les gouvernements. Ça veut dire qu'à la minute, les membres du gouvernement qui font partie de ces plateformes vont siéger au conseil de ministres, mais vont siéger également dans des commissions qui sont gérées en dehors des institutions. Et même au niveau du Parlement, des groupes parlementaires doivent aussi s'allier à cette plateforme. Et ils auront à délibérer sur des questions vitales. Parce que le regroupement ou les plateformes électorales, en réalité, ne sont là que pour 3 fins. Réfléchir sur comment faire pour conquérir le pouvoir. Aménager comment on va se les partager. Et troisièmement, travailler pour le bien-être de la population. Mais de ces 3 points, nos amis, dans leur vaste aventure, ils ne sont même pas nos amis d'ailleurs, les ennemis de la République, dans leur vaste aventure, s'arrangent à s'accaparer certaines prérogatives. Voilà pourquoi la Constitution pose des principes selon lesquels ces gens-là qui appartiennent au gouvernement ou qui ont des responsabilités étatiques ne peuvent pas se retrouver en dehors. C'est en fait ça la réalité. Ils doivent couper ces cordons-là pour permettre la vie de leur indépendance dans la gouvernance. Mais si cette indépendance-là n'est pas coupée, ça veut dire qu'en réalité, les vrais secrets de délibération du gouvernement vont être formatés, concoctés et travaillés dans cette histoire qui du reste n'est qu'un fait privé. Pourquoi on a reproché le FCC hier de se constituer en plateforme avec des ministres, des députés, des mandataires, des chefs de corps? Si aujourd'hui, 4 ans ou 5 ans après, nous devons répéter ce que le FCC avait fait et que nous l'avions décrié. Je vais vous dire une chose, ce sera peut-être une confidence. L'ensemble de l'Union sacrée aujourd'hui, l'ensemble du parti au pouvoir aujourd'hui est constitué des enviés du FCC. Ah bon? Oui. Comment ça? Ce sont des gens qui en voulaient aux fonctions de personnes ou à la place que plusieurs occupaient. Si vous analysez leur départ, beaucoup vous diront non, X nous étouffait. X ne voulait pas faire entendre notre voix. X faisait ceci, X faisait cela. Non, en réalité, on enviait la personne. Le plus récent d'ailleurs, celui qui demande à être parrainé par le Rwanda, là, le jeune homme, j'oublie son nom. Il est allé jusqu'à vous dire que Chadari nous interdisait d'entrer en contact avec l'autorité morale. Donc en réalité, s'il a quitté, c'est parce que Chadari, il est interdisé ou il a bloqué la route. Non, ils sont attirés par les réalisations de Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas suivi le vieux Atundu. Il faut pas donner le nom de Atundu ici. Il faut pas. C'est un acteur politique. Non, il faut pas citer leur nom. Depuis des années. Il faut pas citer leur nom. Vous savez pourquoi? Atundu était avec Mobutu. Il n'est pas le seul. Qu'est-ce que le Congolais retient du passage de Mobutu? Il n'est pas le seul. Il a été avec Kabila.
Mais tous les présidiums là des l'Union sacrée. J'échange. C'est les anciens tous Mobutu, ces gens-là qui ont été avec Mobutu, Kabila, Kasavubu. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la nation? Et qu'est-ce qu'ils feront avec Félix Tshisekedi? C'est ça les grandes questions. Apparemment, l'histoire ne nous enseigne pas. Non, c'est nous qui ne voulons pas apprendre de l'histoire. Moi, à la place d'Antoine, je n'accepterai pas ces gens. Très bien. Moi, à la place de Kabouya plutôt, je n'accepterai pas ces gens. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas été en mesure d'aider mes prédécesseurs. Est-ce qu'ils vont m'aider, moi? Est-ce qu'ils ne sont pas simplement des envieux de ce que moi j'ai comme prérogative? Voilà pourquoi je t'ai dit, ces gens-là n'étaient tous que des envieux. Ils enviaient les fonctions des certains. L'accord de Nairobi qui liait Félix Tshisekedi à Vital Kamerhe est tombé caduc. Là encore, alors qu'il y a peu l'UNC en parlait encore. Là encore, j'aimerais moi retrouver Vital Kamerhe. Je l'ai dit depuis un moment. Je ne sais plus retrouver le Vital Kamerhe que nous connaissons en son temps. Le grand Vital. Oui. Qui était en même de démissionner parce qu'il aurait appris à la radio que la RDC a accepté que l'armée ougandaise, l'armée rwandaise entre ici. Seulement parce qu'il a appris. Il dit comme chef de corps, je devais être informé. Mais aujourd'hui, Vital Kamerhe, dans cette histoire qu'on appelle l'Union sacrée, voit la signature de la charte de la Communauté africaine, voit l'entrée de la charte des éléments de la Communauté africaine et ne dit rien. La politique est dynamique. Les dynamismes dans le mal, les dynamismes suicidaires. Mais si aujourd'hui nous devons nous considérer que l'accord de Nairobi tombe, ça veut dire qu'en réalité, tous ceux qui accompagnent M. Kamerhe ne sont pas assez cohérents avec eux-mêmes. Parce que tout ce qui nous ont narré comme discours sur la respectabilité de cet accord, sur l'existence, la persistance du respect de cet accord, mais si on doit la mettre en sourdine ou la rendre caduque, simplement parce que l'on veut être positionné, ça veut dire qu'ils sont tout sauf politiques. Mais les partis politiques au Congo fonctionnent selon les humeurs de leurs fondateurs. C'est connu de tous. Mais le mal, c'est que le fondateur ne gère pas seul son parti. Tous ces gens qu'on appelle abusivement collaborateurs alors que ce sont que des travailleurs, pourquoi ils ne font pas attendre leur voix? Pourquoi? Parce que le parti vivra dans le temps si vous respectez votre combat. Je prends le combat du Front National. Depuis, nous attendons le Front National rester dans la lignée de son combat. Et même à l'arrivée d'un autre successeur qui décide dans son tour d'enlever les F pour mettre les R. Il dit rassemblons-nous comme nationalistes pour se perpétrer ces combats. Mais au Congo ici, quels sont ces combats-là que tous ces partis politiques ont menés et qui vont mettre ensemble là-bas? Très bien. Les combats du ventre. On va parler de la COEL, la coalition électorale Lamuka, qui s'est prononcée de nouveau sur le processus électoral. Un rapport bien détaillé qui révèle quelques difficultés rencontrées par la CENI. Selon la COEL, le processus électoral en cours devient de plus en plus biaisé. Il n'y a pas fiabilité du fichier. La COEL exige même une discussion entre elle et la CENI. Pourquoi continuez-vous jusqu'à ces jours de tirer à boulet rouge sur Denis Kadima alors que lui-même estime que le travail réalisé par la CENI jusque-là est louable? Nanga Junior, c'est d'abord un amateur. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. De deux, il faille que vous puissiez nous féliciter. Parce que de toutes les structures politiques existentielles au pays, aucun d'entre eux évalue le processus à la minute tel que nous le faisons dans la Mouka. Dans l'union sacrée, la jouissance dans ses limites ne sait même pas évaluer le processus. La société civile peine à évaluer les processus parce qu'ils sont inféodés. Dans l'opposition, on retrouve la Mouka qui évalue constamment le processus. Nous avons été les premiers à alerter qu'il existerait des centres fictifs. Est-ce que la CENI nous a appelés pour qu'on échange là-dessus? Non. Mais la CENI avait répondu à travers une conférence de presse. Est-ce que de toutes ces réponses-là, ça a empêché à ce que dans d'autres provinces, l'on crie à l'enrôlement de mineurs? L'on crie à des particuliers qui détiennent des éléments qui feront partie ou des éléments essentiels pour ces processus-là. Information rejetée également par la CENI.
Mais non démenti, parce qu'ils ont demandé à la justice de prouver. Non, la CENI elle-même avait dépêché sur terrain son équipe qui avait constaté qu'il n'y avait rien. À la minute, vous dépêchez une équipe, à la minute, vous demandez à la justice de travailler. Dites-nous la vérité. Tout ça, ce sont les déchets des amateurs. Mais maintenant que nous n'avons pas cessé, nous continuons de dénoncer. Pourquoi? Parce que maintenant, on vous parle du toilettage en interne. C'est en réalité pour éviter l'humiliation à l'international. Parce que cet audit va se faire à des niveaux. Lorsque nos compatriotes qui travaillent à l'interne ici vont finir, l'OIF viendra auditer. C'est connu et c'est d'ailleurs prévisible. Nos compatriotes en interne vont nous dire que tout s'est bien passé. On n'a pas enrôlé des mineurs. Mais lorsque ceux de l'international viendront, avec tout ce qu'ils ont comme dose d'impartialité, ne vont-ils pas nous révéler ce que nous disons aujourd'hui? En lieu et place que l'international nous humilie avec ce que nous connaissons, nous pensons qu'il est intéressant que nous échangeons dessus, que nous échangeons sur la question. Mais comme toujours, les hauts cadres de l'UDPS ne voudra pas. Ça c'est clair. Alors comment ça? Vous sollicitez une échange, plutôt une discussion avec l'équipe de la CENI ou celle de l'UDPS? Non, mais la CENI est gérée par qui? Par l'UDPS. Comment ça? Mais Nanga Junior est d'où? Il est de l'UDPS. Ça n'a jamais été démontré. Il n'a jamais contredit également. Moins encore son secrétaire général. Les allégations demeurent qu'il a été connu lorsqu'il était membre de l'UDPS Afrique du Sud. Mais depuis lors, ni lui, ni son parti n'a démenti cela. Nous devons retenir lequel? C'est qu'il est membre de l'UDPS et nous nous accrochons là-dessus. Mais comme membre de l'UDPS, pensez-vous qu'il va vraiment écouter avant que son parti ne lui parle? Je vous donne un cas simple. Je crois l'avoir dit ici. Ceux qui détiennent les cartes d'électeurs à la maison, vérifiez sur les versos. On parle de la province de la Mongola, qui n'existait pas. De l'entame, un des cadres de la coalition la Mongola, député de son État, l'honorable Clément Mouza, a écrit un recours à la CENI pour leur demander de corriger cette erreur. Ils n'ont pas voulu le faire à ce jour. Les opérations y ont pris fin. Donc nous acceptons de garder avec nous. La CENI nous impose de garder avec nous une carte avec des fautes aussi graves que celles de la dénomination d'une province. Et vous pensez qu'il va vous écouter? C'est connu. Les partis des anciens moboutistes forment les leurs pour se comporter comme les anciens moboutistes. Donc des petits dictateurs, des petits tyrans. Donc nous n'attendons pas qu'il nous appelle parce qu'il ne le fera pas. Mais nous disons que c'est souhaitable que vous puissiez nous écouter, avoir le preuve de ce que nous étayons. Pour que lorsque vos services vont travailler pour auditer les fichiers, qu'ils puissent se confronter à ceux qui vont vivre. Mais il y a un secrétariat technique à la CENI. Pourquoi ne pas constituer votre documentation et l'envoyer là-bas plutôt que de chercher une discussion avec Cornet, qu'est-ce que j'ai dit, Denis Kadima? Avec un secrétariat technique qui est géré par un non-connaisseur. Un non-connaisseur, il faut le dire comme ça. Pourquoi êtes-vous si pessimiste? S'il était cohérent et bien évidemment efficace, il allait être le premier à dénicher cette faute derrière nos cartes d'électeurs. Il gère les aspects techniques. S'il était efficace, nos machines ne tomberont pas de manière récurrente en panne. S'il était efficace, nous allons dû avoir les centres avec 4-5 machines. Pourquoi? Parce qu'il aurait émis le vœu auprès du bureau de la plénière d'augmenter les quotas des machines par bureau au centre de vote. Processus électoral biaisé. De plus. Processus électoral biaisé, vous avez obtenu vos cartes d'électeurs, c'est-à-dire que vous avez validé. Qui vous a dit que moi j'ai obtenu la carte d'électeur? Bon, si vous n'avez pas obtenu la carte, Martin Fayou l'a obtenu. Ouais. En d'autres termes, il a validé sa participation aux prochaines élections. Est-ce que vous allez participer à ces élections en continuant de contester le processus électoral, ou vous attendez qu'un miracle puisse se produire et qu'on puisse balayer cette équipe de la CENI? Chéri Thomas, tout ce que fait actuellement les citoyens Nanga Junior, c'est fait à dessein. Kazadi, qui travaillent dans la lignée, dans les mêmes schémas que Nanga.
C'est dans le but de nous décourager à adhérer au processus. Voilà pourquoi nous avons dit, à travers le président Martin, que nous sommes plus que jamais déterminés à aller aux élections. Même avec ces fautes, même avec ces dérapages, nous irons aux élections. Parce que nous savons que l'objectif au travers de toutes ces irrégularités, c'est nous décourager, nous amener à renoncer au processus. Et cette fois-là, ils seront contents parce qu'ils iront seuls. Et nous avons dit, nous ne sommes pas là pour tracer les lits de votre glissement ou les lits de votre réélection. Mais surtout que la CENI a déjà dit que le glissement n'était pas son vocabulaire. Mais lui qui ne reçoit pas de fonds depuis le mois de septembre, comment pense-t-il faire les élections? Il va faire la magie? Quand je vous dis que ce monsieur c'est un amateur, vous ne croyez pas. Mais est-ce qu'un monsieur peut avoir autant de discours? Il dit lui-même qu'il est prêt à aller aux élections. À la minute, il ne reçoit pas de fonds. Alors que pour aller aux élections, il faut avoir de fonds. C'est ça la question. Il nous amène avec un travail d'amateur pour lequel nous devons nous cautionner à aller aux élections. Oui, nous irons aux élections pour bien évidemment lui prouver qu'avec l'amateurisme, avec l'incompétence et avec tout ce qu'il a comme faiblesse, nous allons aller aux élections pour permettre à son parti de ne plus gérer dans ces pays. Vous allez participer aux élections pour attendre une victoire, ou vous allez participer aux élections juste en qualité de figurant? Nous irons aux élections pour que la population nous redonne le mandat. Nous avons été élus en 2018. La Mouka, la légitimité du peuple congolais. Et nous allons les reprendre à nouveau en 2023. La population va nous réélire et nous allons appliquer notre programme. Rendez-vous de l'histoire. Très bien. On va terminer cette émission, cher Jonathan. Est-ce que vous continuez encore de demander qu'on puisse changer l'équipe de la CENI, la Cour constitutionnelle, ou vous avez abandonné un peu vos revendications? Il y a de ces combats-là que l'on n'abandonnera pas. Pas parce que l'on est engagé sur plusieurs fronts, mais parce que l'on pense que ce sont des combats de vie. Tu ne demanderas pas à quelqu'un de la France insoumise, non, du Rassemblement national, ou peut-être, comment on appelle ça encore, j'oublie le nom, d'abandonner le combat de la migration. Non. Et le combat de la sécurité du processus électoral, nous ne l'abandonnerons pas. Parce que nous savons qu'avec un des cadres à la CENI, de ces formations politiques, possibilité y est de nous imposer les résultats, ici de leur congrès. Et également là, avec une cour installée en violation des textes, les bénéficiaires de cette violation-là peut aller en violation parce qu'il est bénéficiaire de la violation. Voilà pourquoi nous disons, c'est encore sous nos tables la question de la refondation de la Cour constitutionnelle, la question de la refondation de la CENI, parce que là, les vrais n'existaient pas. Nous avons posé cette question plusieurs fois. Qui a signé le PV qui envoyerait M. Mouniz à la CENI? C'est qui cette personne-là? On ne donnera jamais de nom. Qui a signé le PV de Manara? Personne ne signera ces noms-là. Qui a donné le nom de Matembo? Personne ne donnera le nom. Ça veut dire qu'il y a eu le faux, il y a eu la fraude. Et lorsque la fraude existe, ça corrompt tout. Et lorsque ça corrompt tout, même la morale est dérangée. On termine l'émission par cette dernière question. Est-ce que vous êtes sûr de battre Félix Tshisekedi à la prochaine présidentielle? Est-ce que vous êtes également sûr de remporter avec vous la majorité parlementaire? Nous l'avons battu une fois. Et nous allons les rebattre à nouveau. Et je l'ai dit plusieurs fois. Même si l'on prenait Davin Kalala, on les mettait pour compétir, père son âme, notre cher compatriote, pour compétir face à M. Tshisekedi, il va les battre. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi a perdu les repères du combat de son parti. La social-démocratie, c'est Congolais qui, en 2017, achetaient 10 pistolets à 1000 francs. Et aujourd'hui, il achète 3 à 900 francs. Va aller voter M. Tshisekedi. Ces compatriotes qui quittaient Goma et qui allaient à Bunagana acheter des produits et revenir vendre à Goma, et aujourd'hui, c'est plus aller acheter là-bas pour revendre, va aller voter M. Tshisekedi. Ces compatriotes congolais qui faisaient Arumagi
sans être inquiété. Et aujourd'hui, il ne sait même pas entrer en pour ressortir à Maïk. Va voter M. Tshisekedi. J'ai dit non. Les Congolais sont très déterminés. Et en 2023, nous allons non seulement gagner à nouveau la présidentielle pour appliquer notre programme, mais la majorité parlementaire, nous l'aurons. Très bien. Parce que les Congolais sont conscients de ce que le régime de M. Tshisekedi a infligé comme souffrance à cette population. Et on ne va pas les laisser continuer. Grand merci de votre disponibilité. Nous sommes toujours là pour l'intérêt de la nation. Il y a un téléspectateur qui m'avait dit de vous poser la question de savoir où se trouve le siège du parti politique pour l'amour du Congo. Il a besoin d'y adhérer. Nous sommes en ma campagne, mais je ne préférerais pas donner le numéro ici. Très bien. Parce que par 2 reprises déjà, j'ai été visité, comme toujours. Et je ne pense pas permettre à ceux qu'on continue à nous visiter comme ça. Ça met au final mal à l'aise mes bailleurs. Vous passez nuit dans le siège de votre parti politique? Non, malheureusement. Là, c'est un nouveau d'ailleurs, c'est un nouveau siège. On préfère ne pas les dévoiler. Très bien. L'émission est terminée. Grand merci à vous, cher Jonathan. Merci. Grand merci aussi à toute l'équipe technique de Perfect Télévision. Grand merci à vous, fidèles téléspectateurs et internautes. C'est grâce à vous que cette émission vit. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. Je vous retrouve demain vendredi. Bon jeudi saint à tous les fidèles catholiques et bonne fête à tous les kimbanguistes. Au revoir.